tous, aux personnes à la fois qui sont dans la salle et puis également à ceux qui nous suivent en direct. Et bien sûr, bonsoir à l'ensemble des élus. Vous avez été remis. On va passer au vote du compte-rendu du précédent conseil municipal qui a eu lieu le 31 mars dernier. Y a-t-il des remarques, des observations par rapport à ce compte-rendu? Monsieur Suto. Bonsoir à tout le monde d'abord. Oui, il va y avoir des remarques et une explication de vote parce que c'est le 10e procès-verbal qui nous est soumis depuis le début de la mandature. Nous avions voté pour les 2 premiers en faisant confiance au bénéfice du doute. Les 7 suivants, nous nous étions abstenus et celui-ci, nous voterons contre. Donc, on ne vote pas contre un procès-verbal comme ça pour le plaisir de voter contre, mais nous votons contre pour plusieurs raisons. La plus importante, mais ça ne suffit pas, c'est que ce procès-verbal, il ne relate pas l'intégralité des délibérations dont nous avons débattu au dernier conseil municipal et que nous avons voté, puisque nous avons voté 28 délibérations et qu'il n'en compte que 26. Il y en a donc 2 qui ne figurent pas au procès-verbal. Ça permet donc de reposer la question qu'on pose de façon régulière depuis 2 ans, de l'intérêt des procès-verbaux tels qu'ils sont actuellement mis en ligne, et ça nous permet de douter de la façon dont sont préparés par votre équipe, monsieur le maire, les conseils municipaux. C'est quand même incroyable qu'avec 26 élus, il n'y en a pas un qui ait pu se rendre compte que ce procès-verbal n'était pas complet. Et ça nous a surpris lorsque nous nous sommes réunis pour préparer ce conseil municipal. Donc nous voterons contre pour cette première raison. La deuxième, c'est que, messieurs les élus, nous vous avions fait parvenir un projet de délibération pour insertion à l'ordre du jour. Et monsieur le maire nous a répondu que ce ne serait pas aujourd'hui parce que notre proposition de délibération pour la modification du règlement intérieur que nous avions demandé nous a été retournée comme prématurée. Alors, on doit avouer que là, c'est un peu fort de café. Ça fait 2 ans que nous demandons que les dispositions du règlement intérieur soient modifiées pour que l'expression politique des différents groupes municipaux soit en conformité avec ce qu'elle devrait être sur le site municipal. Sur le site municipal est publié, à chaque fois que nous avons un conseil, le procès-verbal du conseil municipal, dans sa version la plus administrative, sans aucune possibilité de faire rapport aux débats qui ont eu lieu, aux intentions de vote, et c'est pas faute de l'avoir demandé, puisque lorsque le règlement intérieur a été débattu, nous avions proposé des amendements précisément pour que ce soit en conformité. Et si nous l'avions demandé, c'est que cette situation a déjà existé antérieurement et que c'est le 2e mandat pendant lequel cet espace a été supprimé. Donc ça déjà, c'est pas normal, c'est illégal. La deuxième chose, c'est que dans la réponse que vous nous avez faite, monsieur le maire, vous êtes retranché devant l'attente de nouvelles dispositions que nous connaissons, et dans l'attente d'une circulaire qui n'est arrivée que le 13 juin, nous dites-vous, qu'on n'a pas de peine à croire, mais l'ordonnance qui a modifié la nature des comptes rendus à partir du 1er juillet, demain, et qui rend obligation, donc cette fois vous n'allez pas pouvoir vous y soustraire, mais qui rend obligation de publier de façon numérique les comptes rendus sans affichage, en dispensant d'affichage, la sortie précisément de la présence dans le contenu de ces comptes rendus, des débats, de la nature des débats, des intentions de vote. Donc, vous ne pouvez pas, le 13 juin, alors que le 10 février, lorsqu'on vous a interpellé sur la mise en place d'une page sur les réseaux sociaux, sans que nous n'ayons été consultés sur le règlement qui a été mis en place, vous ne pouvez pas vous retrancher dans le délai de quelque chose qui est rendu, qui a été décidé par arrêté
je ne sais plus la date exacte, mais le 14, en octobre, qui est paru dans la Gazette des communes dans les 5 jours qui ont suivi pour alerter toutes les communes. Donc vous ne découvrez pas l'affaire. Et ce que vous nous avez répondu, c'est attendez encore 15 jours et on remet ça. Mais notre question, c'était pas ça. Notre question, c'était de se mettre en conformité avec la réglementation en place actuellement. Bien sûr qu'elle va changer et que vous allez vous y référer. Alors franchement, le mot prématuré, excusez-nous, mais on n'est pas des prématurés de l'affaire, nous. Hein. La moindre des choses, ça serait un peu de nous respecter et de ne pas nous promener en bateau. 26 élus, ça fait 26 mois qu'on est élus, hein, 26 délibérations. À croire que le chiffre 26, il porte malheur. Donc nous voterons contre, parce que c'est inadmissible d'avoir une situation pareille. Merci, M. Suto. Alors déjà, premièrement, les délibérations, la retranscription des PV aujourd'hui, c'est pas illégaux, hein, dans les raisons qu'on fait. Deuxièmement, vous avez raison dans le sens que on est au courant depuis octobre 2021, mais vous savez également que souvent, il faut attendre les circulaires d'application et d'en savoir un petit peu plus pour voir comment ça se met en musique. On a reçu de la préfecture mi-juin des éléments. Donc, je ne voulais pas faire plusieurs modifications de règlement intérieur. C'est pour ça que j'avais demandé au service d'étudier à la fois la réglementation qui s'applique à nous à partir du 1er juillet et également par rapport au droit d'expression de l'opposition. Et je leur ai laissé un peu de temps, dans le sens qu'il y avait également cette année une période, on a eu 4 élections, avec une surcharge de travail également pour les services, pour les élus, et je les avais invités à travailler sur le dossier une fois les législatives passées. Voilà, pour que vous ayez tous les éléments en main. Donc il y aura une délibération qui sera prise lors du conseil municipal du mois de septembre, et au préalable, dans le courant du mois de septembre, il y aura une réunion, une commission qui se réunira avec un représentant des élus de l'opposition et qui échangeront sur ces modifications du règlement intérieur. Alors, concernant les 2 délibérations qui ne figurent pas dans le compte rendu, M. Corio, je ne sais pas. Écoutez, dans le doute, je suis allé chercher le. Merci. Dans le doute, et en vous entendant, je suis allé chercher la convocation du conseil municipal du mois de mars, et sauf erreur de matin, il y avait 26 mois à l'ordre du jour. Et il y en a 26 dans le compte rendu. Il y a eu 2 délibérations supplémentaires qui ont été ajoutées, une par rapport à l'inscription au budget des non recouvrables, et une autre pour précisément redéfinir les conditions de mise en construction de la gendarmerie qui font l'objet d'une modification à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Celles-là ne sont pas dans le PV. Puisqu'elles ont été votées, elles seront rajoutées. Donc, on intégrera les deux délibérations que vous venez de parler, M. Suto. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 3 contre. J'ai été, non pas surpris, nous n'avons pas été surpris de voir donc dans la fiche de synthèse que le diagnostic était évident, le taux de pauvreté des ménages de 13% dans la centralité, contre 7% à l'échelle de la commune, un taux de vacances commerciales de 41% dans le centre-bourg, et des transformations de pas de porte commerciaux en logements. Donc il me semble un peu curieux de penser que l'on va pouvoir attirer le touriste dans le centre-bourg avec ce constat qui est un constat négatif. D'autre part, nous l'avons signalé aussi, certaines rues commencent, je dis bien commencent, à se transformer en décharges publiques avec des matelas, des sommiers, des télévisions, des planches de bois
Donc je ne sais pas si ça va vraiment attirer le touriste à se promener dans le centre-bourg. C'est un énorme travail à faire, à entreprendre, je suis d'accord, pour revitaliser et revoir ce qu'on peut faire avec ce village de vignerons qui est hyper intéressant, mais à l'heure actuelle, il a été tellement abandonné pendant tellement d'années que je me demande si ça va être possible de retrouver le chemin de la décence dans certains quartiers de Bourg. Je voudrais reformuler, puis peut-être repréciser ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire en commission d'urbanisme. Donc peut-être préciser pour le public que ces recommandations et ces orientations sont le fruit d'une étude qui a été menée par un cabinet missionné par la métropole, c'est ça, hein, et qui a donc porté un regard extérieur sur la commune. Donc ça, c'est plutôt je trouve que c'est une bonne affaire. Je l'ai fait savoir à la commission et je le reformule ici. Je suis un peu, dubitatif sur la vocation touristique de Romagna avec les axes tels qu'ils sont définis, en dehors de ce qui peut se passer et du pôle attractif que va peut-être représenter Gergovie dans les années à venir. Et à ce sujet, je m'étonne depuis 40 ans que je suis à Romagna, et je l'ai redit l'autre jour, qu'une commune située au bord d'un nœud d'autoroute, à côté du Zénith, et à côté de Gergovie, ne se soit jamais intéressée à promouvoir, soutenir, faire ce qu'il faut pour avoir une offre hôtelière, je dis bien hôtelière, sur la commune. Et ça me paraît peut-être le premier des axes qui peut être intéressant, sur lequel il peut être intéressant de se pencher, parce que j'ai de la peine à croire que ce soit un chapelet de pèlerins sur la Via Averna qui fasse tout d'un coup flamber le tourisme à Romagna, ni le petit patrimoine religieux. Donc quelles sont les approches que vous avez par rapport à ça? Même si l'ORT, on a bien compris que ça s'intègre dans la métropole et dans un ensemble, mais si effectivement on n'a pas les moyens d'appuyer sur certains boutons, à quoi ça sert, quoi? Voilà. Y a-t-il... Oui, monsieur Suto. Oui, je voulais donner quelques précisions, puisque j'ai siégé dans ce groupe projet en tant qu'élu, donc il me paraît, de mon devoir, de faire mon retour d'élu. Donc notre intérêt pour le site de l'ancien FLEP, il n'est pas nouveau, puisque la première question qu'on a posée à son sujet, c'était au premier conseil municipal de cette mandature, pour savoir s'il y avait des orientations, des perspectives. Donc précisément parce qu'on s'inquiétait de diverses orientations, en particulier celle de la vente du site, à laquelle nous nous sommes déclarés publiquement opposés en même temps qu'un grand nombre de Romagnatois. Donc là-dessus, il y a du suspense pour personne par rapport à l'idée qu'on peut avoir. Et nous nous en tenons toujours à cette affaire. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on a également des... Alors, le mot anti est toujours difficile à manipuler, mais nous sommes tous sauf des pro-bétonnage dans ce lieu, qui représente pour la commune quelque chose de particulier, de par sa situation, de par son enracinement dans la verdure. Voilà. Donc pour ce qui est du groupe projet lui-même, j'ai déjà eu l'occasion de faire part à Madame de Moustier, à partir des documents de synthèse qu'elle nous a fait passer, que j'avais quelques divergences d'appréciation, mais ça surprendra sans doute personne ici. Sur le processus de participation, moi j'émets des réserves. Pourquoi avoir restreint l'approche de tout ce travail, qui était intéressant, et je pense que les gens qui ont participé le diront, moi je le dis, visiter les lieux, etc. Mais pourquoi avoir limité ça à 4 citoyens tirés au sort alors qu'il y avait 19 candidats, alors que tout à l'heure nous avons parlé d'autres groupes projets
dans lesquels j'ai aussi été amené à siéger en tant qu'élu, sur la ZAC de la Condamine, sur la ZAC du Prat. Sur la ZAC du Prat, il y a 12 personnes qui ont toutes candidaté, qui ont toutes été prises. Pourquoi avoir restreint dans ce groupe de travail-là à 4 personnes tirées au sort, plus 3 riverains, qui finalement se réduisent à 2? Parce que je pense qu'on peut dire que le 3e riverain, dans les règles de fonctionnement qui nous avaient été données au début, il y avait l'assiduité. Bon, bref. Après, vous m'avez un peu interpellé il y a un an, au mois de juillet, lorsqu'on a amené en questions diverses ce sujet sur la table, en nous suspectant de faire de la politique. Mais alors je vais répondre oui, certainement, et c'est même pour ça qu'on a été élu pour faire de la politique. Et ce sujet, il est éminemment politique. Donc qu'on ait une autre vision des choses et qu'elle rejoigne celle d'un nombre apparemment important de remaniatoires, ça ne peut pas être balayé comme ça d'un revers de manche. Oui, on pense qu'il y a une opportunité à garder ce territoire dans la commune, que c'est sa vocation, et que peut-être que c'est une différence d'approche. Pour nous, ce n'est pas l'opportunité financière qui pourrait se dégager qui crée le projet, mais on commence par faire des projets, et après, eh bien, on regarde comment on peut financer. Donc là, tel que ça nous avait été présenté, oui, mais enfin, tel que ça nous avait été présenté dans une première mouture, c'était comment nous allons vendre cette parcelle, parce que ça a bien quand même été publiquement dit, nous allons vendre cette parcelle, quel genre de béton voulez-vous voir à la place? Puisqu'il y avait une liste, un catalogue. C'est un raccourci un petit peu, mais enfin, résidence ceci, résidence cela. Bon. Le troisième point, c'est oui, je le redis au nom de notre groupe, hein, nous sommes opposés à la vente, nous sommes opposés à tout surbétonnage et à la réduction de cet espace vert. Voilà, et puis la petite chose quand même qui, moi, m'a perturbé en tant qu'élu, c'est que vous avez donné les principales orientations qui se sont dégagées du travail de ce groupe, hein, et je suis d'accord, et que à la réunion où des experts sont arrivés, j'ai quand même personnellement senti, et je l'ai exprimé, une forme de lobbyisme municipal pour nous réorienter un petit peu sur l'introduction dans cet espace d'une résidence senior dont les membres du groupe projet n'avaient pas fait une priorité. Donc c'est politique et effectivement, je me positionne et nous nous positionnons là-dessus. Voilà ce que je voulais dire par rapport, moi, à ma participation d'élu. Et puis il y a une question quand même que je pose aussi aujourd'hui publiquement. Il y a 1 an et demi, la municipalité disait « Nous allons vendre cette parcelle pour financer les derniers travaux de l'espace Bernard Rajon ». Pouvez-vous dire aujourd'hui, soit nous allons vendre la parcelle pour financer l'espace Bernard Rajon, ou 2, nous avons décidé aujourd'hui, au vu des travaux de ce groupe, que cette parcelle restera dans la commune. Madame de Mostier. Ben ouais. Donc, je ne sais pas à quelle question vous avez besoin. C'était autant une information, excusez-moi, mais c'était autant, à part la dernière question, c'était d'abord une information et du conseil et du public sur le fait que, ben oui, il y a plusieurs approches municipales dans l'affaire. Mais je suis tout à fait d'accord sur la diversité d'approches. Je vais vous dire, franchement, ce qui me déçoit un petit peu, c'est que justement, vous rameniez en permanence le débat à ce qui était à l'origine, alors que le fait de réunir le groupe, de réfléchir sur les idées et de travailler ensemble a permis justement d'arriver à un consensus, et ça n'est pas utile, me semble-t-il, de ressasser éternellement la version qu'on a abandonnée. Quelque part, l'idée, c'est quand même de montrer que le groupe a servi à quelque chose, qu'il a avancé, qu'on est arrivé à des dossiers qu'on est prêt à creuser ensemble,
Et la question du financement de l'espace Bernard-Rajon, on ne l'a pas remis sur la table, c'est vous qui la remettez à chaque fois. Et quelque part, oui, il y a besoin d'un financement pour l'espace Bernard-Rajon, comme il y aura besoin d'un financement pour les installations prévues, si on les envisage sur le site de l'ancien FEP. Mais ça, quel que soit le projet, il faut trouver du financement. Donc, Oui. Je ne me semble pas avoir remis la qualité du travail et du groupe. Contrairement à ce que vous dites, je trouve même qu'il a bien travaillé. non, mais c'est pas sur la qualité du travail. Mais Quant à la question du financement de l'espace Bernard-Rajon, si je repose la question aujourd'hui et publiquement au conseil municipal, c'est parce qu'elle a été publiquement avancée. Et que lorsque j'ai posé, moi, en tant qu'élu, la question à l'intérieur de ce groupe, je n'ai pas eu la réponse. Est-ce que cette idée de vendre le FLEP a été abandonnée par vos soins ou pas? Je n'ai pas eu la réponse. Et juste avant, j'ai oublié une petite chose, c'est que dans l'approche de la restructuration de ce site, moi j'ai regretté personnellement qu'on n'ait pas inclus tous les bâtiments libres, et notamment l'orangerie, parce que ça aurait permis d'avoir une autre approche sur la restructuration de ce lieu. Donc c'est un choix que vous avez fait, voilà, ça nous a été imposé, il n'y aura pas l'orangerie, il n'y aura pas les anciens bâtiments de fonction, mais il est clair que par rapport, y compris aux propositions qui ont été faites et qui avaient recueilli un peu d'accroche sur un éventuel repositionnement du centre social, ça change la donne par rapport aux surfaces qui peuvent être engagées dans une restructuration. J'ai terminé. Je vous cède la parole. Alors, Je voudrais ajouter juste un mot. Je suis d'accord avec vous. En tout cas, ce n'est pas moi ni nous qui sommes pressés à ce que tout ce travail d'approche débouche. J'avais écrit, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, personne ne demande de bâcler la reconversion de ce site en cours de ce mandat. Enfin, en tout cas, pas nous. La deuxième chose, c'est que je vous rejoins quand vous dites qu'il faut faire très attention aux mots qu'on utilise. Et c'est pour ça que lorsque je parlais et du travail du groupe et de notre approche, je n'ai pas employé je ne me suis pas interdit le bétonnage, mais j'ai employé le mot surbétonnage. Ça veut dire que tout le monde a été d'accord dans ce groupe pour dire, effectivement, on peut démolir, on peut reconstruire à surface équivalente ici ou ailleurs, mais ce qui semble s'être dégagé, c'est qu'il y a assez de béton dans le parc. Donc l'enregistrement fera froid, j'ai dit surbétonnage. Et je voulais le relever. Pas de question. Il est très peu différent dans son contenu de celui de 2020. Et puis ce qui sera intéressant, c'est effectivement d'avoir un rapport en fin d'année 2022 par rapport à l'évolution. Je souhaitais, si vous me permettez, revenir sur l'étude que vous avez commandée sur la circulation pour le groupe, pour le projet des condamines. Et une fois n'est pas coutume, dire que c'était une bonne initiative, je trouve, personnellement, parce que ça a permis de voir que, en dépit des hauts cris qu'on pouvait entendre, ça restait tout à fait dans le possible et l'acceptable. Et donc, je pense que ça contribue quand même à lever un certain nombre de fantasmes et calmer quelques oppositions qui, comme chaque fois qu'il y a un projet de ce type, ne manquent pas de se manifester. Donc, c'est une bonne idée d'avoir pris cette initiative, même si ça a coûté quelques milliers d'euros pour la commune. Y a-t-il d'autres questions diverses, Madame Roy? Oui, tout à fait, Monsieur le maire. Depuis le mois d'avril, sur les panneaux lumineux, on voit que la mairie est fermée les jeudis après-midi. Depuis le mois d'avril, a annoncé exceptionnel. Donc c'est un exceptionnel qui se reporte avril, mai, juin. Donc la question est toute simple. Est-ce que ça va faire partie d'une décision d'installer cette fermeture tous les jeudis? Non. Donc uniquement pendant cette période-là, à la fois parce que du coup on fait face à une absence,
À la fois, du coup, qu'on profite pour former la personne actuellement qui vient en fort à l'accueil. Et pour qu'il y ait cette formation, il faut qu'il y ait un temps de partage entre les agents qui soit plus serein. Si on continue par rapport à l'accessibilité à la mairie, de nombreux Romaniatois semblent avoir des non-réponses à leurs questions lorsqu'ils contactent la mairie, qui les renvoie sur la métropole ou sur le service de proximité. Ils déplorent qu'il n'y ait pas d'interlocuteur fixe à la mairie pour pouvoir répondre à leurs questions. Ils ont l'impression qu'on les renvoie tout de suite sur la métropole et que leurs questions restent un peu lettre morte, puisque la structure qui s'occupe de la proximité ne répond pas toujours à leurs demandes. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre quelqu'un en charge de ces réponses de proximité par rapport à la population? Alors après, tout dépend des sujets précis traités. Alors proximité, normalement proximité, alors moi je ne suis pas derrière au niveau du pôle de proximité, savoir les réponses ou pas, mais proximité, normalement, il y a un suivi qui fait des demandes. Et derrière, moi je signe plusieurs courriers pour les habitants de Romagna par rapport à des demandes qu'ils ont pu faire. Par contre, ils ont peut-être pas, je dirais peut-être encore des demandes en souffrance, hein, mais on posera la question aux responsables du pôle de proximité pour surtout savoir, connaître les raisons de cette souffrance. Après, si c'est un problème, alors, je dirais, la compétence a été transférée à la métropole. Donc, la porte d'entrée, c'est cité. Mais après, rien ne nous empêche, et on le fait régulièrement, que cela passe par un élu. Donc, il y a une demande de fait, soit auprès de moi, soit auprès d'un élu qui est référent en la matière, selon les demandes et les lieux et autres. Et derrière, nous, on fait remonter à pôle de proximité. On entend parler de plus en plus souvent d'un futur lotissement à Sauzet-le-Chaud sur un terrain privé. Apparemment, il y aurait un promoteur qui voudrait s'installer sur ce terrain privé, donc on n'a pas du tout à intervenir là-dessus, mais il y a quand même un problème d'accessibilité à ce terrain, donc on ne sait rien, nous, sur ce sujet. De toute façon, s'il y a une route à aménager, tout simplement, qui va payer? Est-ce que c'est le promoteur? Est-ce que c'est le département? Est-ce que la commune va participer? D'abord, on ne savait absolument rien de ce projet qui, quand même, semblerait relativement conséquent, puisque on entend parler de entre 30 et 60 logements sur ce terrain. Est-ce que vous avez des données plus précises à nous faire parvenir ce soir, monsieur le maire? Alors, madame Roy, ce dossier lui-même à la base, et M. Suto le connaît bien, parce que du coup, ce terrain faisait partie à la base dans l'étude que vous aviez menée pour la ZAC, faisait partie des 3 sites identifiés. Il y avait Prat, Condamine et Sauzet-le-Chaud qui avaient été identifiés. Ce terrain, en effet, c'est un terrain privé. Nous, en mai 2018, il y a eu la révision du PLU à Romagna, sur cet espace, on a mis une OAP qui permet aujourd'hui de sécuriser, entre guillemets, un petit peu les choses, parce que sécuriser, il faut le dire vite aussi, mais qui permet d'essayer de prévoir certains aménagements. S'il n'y avait pas eu cette OAP, ce terrain s'est déjà vendu depuis un certain temps, et les constructions aujourd'hui seraient déjà présentes et on n'aurait pas eu grand-chose à dire. Alors sur ce terrain, plusieurs aménageurs se sont déjà intéressés, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date déjà de l'époque, ça date déjà de plusieurs aménageurs, ils sont passés les uns après les autres, avec un nombre de logements qui pouvaient être différents, qui étaient très différents des uns des autres, avec des objectifs de densification pour certains qui étaient à la limite soutenables.
Mais aujourd'hui, on en est sur ce projet. Aujourd'hui, ce projet, il n'y a rien de fait. Moi, je n'ai pas connaissance que le propriétaire privé ait vendu ce terrain, mais on aurait vu passer quelque chose en mairie. Je pense que les services nous auraient alerté tout de suite. Ils n'ont pas vendu ce terrain. Aujourd'hui, il y a déjà eu plusieurs réunions entre le département, la métropole, la commune de Romagna et l'un des aménageurs intéressés. Aujourd'hui, c'est pas de faire supporter à l'aménageur l'intégralité du coût, parce que c'est pas à lui de le supporter intégralement, parce qu'il y a des questions de sécurité qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, il y a des aménagements qui doivent être faits pour fluidifier, sachant qu'on ne va pas tout résoudre, mais fluidifier à la fois un peu plus l'entrée et la sortie de la rue du Puy-Géraud à Sozelchou. Alors, où on en est aujourd'hui? On a déjà eu des réunions donc, avec le département, la métropole, l'aménageur, la commune de Romagna. Le département doit travailler sur cet aménagement, précisément, par rapport à ce qui avait été fait par un bureau d'études également. Il y a un bureau d'études qui a fait un aménagement. Pour l'instant, on est dans l'attente de la fixation d'un rendez-vous par le département. Donc ce rendez-vous devait avoir lieu avant fin juin, avant la période estivale. Alors je ne sais pas s'il aura lieu avant maintenant le 13 juillet, je ne pense pas. Donc je pense que ça sera reporté à la rentrée, mais du coup on n'a toujours pas eu de rendez-vous proposé par le département après relance de la métropole. Voilà. Alors sur ce financement, ça sera un financement croisé avec à la fois un peu de financement du département, parce que sur ce secteur-là, il y a une partie encore du département. Après, peut-être plus, parce que la partie qui sera de la compétence de la métropole, le nombre de linéaires de voirie va augmenter, parce que du coup, le département, ils veulent laisser cette partie-là. Il y aura un financement de la métropole, il y aura un financement de l'aménageur et il y aura un financement de la commune de Romagna. Après, sur le nombre de logements, je ne peux pas vous dire le nombre de logements aujourd'hui, parce que nous, aujourd'hui, on a travaillé avec un aménageur. À un moment, ils étaient 3 ou 4 dessus. Moi, j'en ai rencontré au moins 3. Demain, il faut y avoir encore d'autres aménageurs. Voilà. La seule chose, c'est qu'on essaye de sécuriser un peu les choses et qu'il n'y ait pas une densification, parce que derrière, on va se poser d'autres questions et d'autres problématiques. Il y a bien sûr la sortie sur la 89, l'accès et la sortie, qui on sait que sur ce secteur, c'est accidentogène. Pour faire un petit aparté, les quilles qui ont été installés un petit peu plus bas vers la chaumière, les jardins et la boulangerie ont permis de réduire un petit peu la vitesse, mais ils n'ont pas tout résolu. Donc à ce stade, j'ai demandé au service à M. Bourriot de reprendre le courrier qu'on avait déjà fait à l'époque au préfet pour l'installation d'un radar. La seule chose, c'est qu'entre-temps, il y a une évolution législative qui donne plus de droits aux maires, et notamment au niveau des radars. Donc un courrier va partir au préfet pour l'installation d'un radar sur une partie de ce tronçon. Alors c'est vrai que la vitesse a diminué dans ce secteur lorsqu'on descend, un petit peu moins lorsqu'on monte, mais après entre le ressenti et la réalité, bon, aujourd'hui il y a le panneau, comment on appelle ça, de vitesse qui affiche, donc on arrive à peu près à se rendre compte, et puis la vitesse n'est pas la même selon le matin si on est à 8h et que ça bouchonne, que à 22h ou 23h la nuit, où là, il n'y a pas rien qui les arrête. Voilà. D'autres problèmes, sur ce dossier-là, des points de vigilance, mais que déjà on a eu l'occasion, et puis je rappelle qu'il y a l'association de sauvegarde de Sauzet, avec laquelle également on échange sur ce dossier-là, et qui sera invité à une prochaine réunion lorsque j'aurai plus d'éléments concrets sur le dossier. D'autres points de vigilance, c'est également d'éviter qu'on ait un flux de véhicules dans le bourg de Sauzet, qui aujourd'hui, le bourg de Sauzet, les rues sont étroites, on n'a pas forcément de trottoir. Donc, s'il s'avère qu'il y a un flux de véhicules, il faudra réfléchir sur la mise à sens unique de certaines rues ou d'une rue. Moi, je n'ai pas la question à ce jour, mais ça devra se réfléchir avec les habitants. Se pose la question également des réseaux, parce que l'augmentation du nombre de logements, il faut traiter derrière les réseaux.
Donc il y a quand même un certain nombre de questions à aborder, mais ce terrain, un jour ou l'autre, sera vendu. Ça, j'en suis convaincu. Oui. Juste une petite remarque. Je vais continuer à choisir mes mots, puisque... je vais continuer à choisir mes mots. Permettez-moi de m'étonner. C'est vraiment très, très mesuré. D'apprendre en conseil municipal aujourd'hui l'avancement d'un projet, quand même. La façon dont vous nous en parlez, c'est pas qu'une rumeur publique. Je n'ai jamais, en tant qu'élu et membre de la commission urbanisme, eu la moindre information pour au moins faire en sorte que, je ne sais pas, certes nous ne sommes que des élus, mais lorsqu'on nous interroge, qu'on puisse au moins ne pas avoir l'air de tomber du nid du dernier coucou, quoi. Non mais là, on va rentrer plus dans le concret sur ce dossier dans les prochains mois. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs choses, plusieurs versions d'aménagement. Des aménageurs, on en reçoit pour des parcelles sur Romagna, qui non plus aboutissent pas. Aujourd'hui, il faut avoir des éléments, il faut avoir des choses un peu plus précises. Donc là, je vous ai dit, j'attends une réunion avec le département. Une fois que déjà j'aurai ce retour avec le département, on y verra déjà un petit peu plus clair. Donc voilà, il faut avoir certains éléments avant d'en informer plus particulièrement la commission urbanisme et avoir des éléments précis. Parce que voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier. Et je laisserai tout à l'heure Régis, s'il a quelque chose à compléter, qu'il pourra compléter sur ce dossier. En ce qui concerne les jardins de Romagna, ludiques, pédagogiques, écologiques, dans un quartier central de la commune, pouvez-vous nous préciser où exactement se situera ce projet ? Parce qu'il y avait eu précédemment, il y a 1 an ou 2, mais avec le Covid, on ne sait plus trop, il y avait eu un projet en partenariat avec l'école Jacques Prévert et la résidence Simone Veil. Plus personne n'en parle. On voudrait vous demander qu'est-ce qui coince en fait. Est-ce que c'est le même projet? Est-ce que c'est un autre projet? Non, alors c'est un autre projet sur celui auquel vous faites allusion. La difficulté de l'année dernière, c'était effectivement les conditions sanitaires, ça reste un petit peu vrai. L'idée d'avoir un jardin partagé entre l'école, donc des enfants et des personnes âgées, suppose des contraintes, des contraintes particulières d'organisation, de sécurité, un projet pédagogique commun, etc. Donc ça se traitera directement entre la résidence et les écoles. Dans l'immédiat, il n'est pas souhaitable de faire intervenir des habitants qui pourraient venir sur ces espaces à d'autres moments, etc. Il faut d'abord qu'il y ait un projet très très établi, on verra après. Donc chaque fois qu'on a eu effectivement cette année une deuxième demande allant dans le même sens, à laquelle on a répondu la même chose qu'à la première, en disant que sur cet espace-là, ça n'est pas possible. Donc le projet tel qu'il se présente actuellement, c'est un petit peu différent. L'idée, ça serait de trouver un Romagna un petit peu, alors je dis un petit peu parce que c'est pas, on ne va pas reproduire l'identique, ce que vous avez à Audière en face du collège, avec le jardin ouvert, il y a des parcelles de jardins familiaux qui sont attribuées individuellement, et en fait dans le même espace, une parcelle qui est attribuée à une association. L'idée étant de trouver une configuration qui ressemble un petit peu à ce qui a été fait pour la vie participative de Chaumontel, avec la création d'une association en l'occurrence des Foussous et une convention avec la ville. Donc on serait sur ce même type de démarche pour le jardin. Et l'idée, justement, c'est le lien avec l'ORT dont on a parlé tout à l'heure. Ça serait de pouvoir dégager une parcelle vraiment dans le centre. Je vais être têtue. Cette parcelle, elle n'est pas encore trouvée. Elle est trouvée. Elle se situe où exactement? Alors, on a l'idée, on sait où est-ce qu'on veut aller, mais pour l'instant, ça n'est pas fait, et pour l'instant, ça n'est pas un jardin. Donc, il faut d'abord qu'on organise la possibilité d'installer des jardins à cet endroit. Alors, concernant cette parcelle qui a été identifiée, ce qu'il faut aujourd'hui qu'on
qu'on s'assure, c'est les besoins demain en termes de mètres carrés par rapport à ce projet-là, et également par rapport à d'autres projets éventuellement qui pourraient être également sur site, et voir si on peut arriver à faire cohabiter l'ensemble. Voilà. Nous avons un autre point, alors bon, c'est quand même du détail, c'est sûr, mais il a été distribué des bioseaux pour le recyclage des produits, enfin des déchets. Nous aimerions savoir combien de personnes sont concernées. Est-ce qu'on leur a demandé l'usage qu'ils en faisaient compte tenu que la déchetterie est à proximité? Est-ce que c'est simple parce que dans ces poubelles, je pense que ceux qui sont destinataires de ces bioseaux, c'est des gens qui ont des poubelles couvercles verts. Donc normalement, c'est pour... je crois, en me promenant, je crois quand même que la grande majorité de ces poubelles sont encombrées par des déchets verts. Donc est-ce qu'il y a eu une étude véritable sur l'usage que ces personnes vont faire? Et moi, nous voudrions savoir quel est le coût de ce test, puisque Romagna est ville essai. Et d'autre part, je crois avoir vu il y avait on reprenait ces déchets verts, enfin on reprenait ces déchets le vendredi. Or, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui ont un seul repas par jour chez eux parce que les enfants mangent à la cantine, les gens mangent dans des restaurants d'entreprise, mais par contre le week-end ils sont sur place, ils sont chez eux, il y a des barbecues, il y a des amis et tout. Est-ce qu'il ne serait pas plus opportun d'avoir un ramassage de ces déchets plutôt le lundi plutôt que le vendredi? Parce qu'ils vont stationner une huitaine de jours sur l'espace public. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais il y a un coût. D'abord, il y a un coût. D'autre part, combien de personnes sont concernées? Ce qu'elle dit, c'est que les patates, c'est le dimanche. Hein. Alors, pour l'instant, Romagna, on est en expérimentation, donc on est la seule commune de la métropole qui a déployé ce dispositif. Donc c'est à peu près 2000 à peu près seaux qui ont été déployés, et c'est des personnes qui sont en pavillon, donc qui ont une poubelle à couleur vert bleu, essentiellement. Pourquoi cela? Parce que le constat a été fait que, comme vous l'avez bien rappelé, qu'on trouvait essentiellement dans ces poubelles-là soit des déchets verts, provenant de la tonte, soit des branches et autres. Alors que les branches n'ont rien à faire dedans, et la tonte non plus. Alors à la rigueur, la petite tonte, je dirais, elle est acceptable. Lorsqu'on a 2000 m² de terrain, bon, déjà ça passe pas dedans, mais ça fait déjà un peu de tonte. Donc nous, à Romagna, on a l'avantage d'avoir une déchetterie qui accepte les déchets verts, qui accepte les branchages. Donc du coup, il faut privilégier la déchetterie. Pourquoi? Parce que du coup, le rendement au niveau du méthaniseur n'est pas forcément des meilleurs. Alors le rendement avec de la tonte, oui, il y a un certain rendement, mais avec les feuilles mortes ou avec les branchages, là il y a peu de rendement. Pourquoi cette expérimentation? Donc c'est aussi, il avait été fait le constat qu'aujourd'hui il y avait un frein au niveau des foyers pour mettre, parce que si vous vous souvenez, il y avait déjà eu une expérimentation il y a déjà quelques temps, où des seaux avaient été distribués, mais il n'y avait pas eu de sac. Et le constat avait été fait à ce moment-là que, avec le jus généré par les déchets alimentaires, les pluches, à la fois les odeurs, qu'il y avait un frein et que les gens avaient du mal à franchir le cap de mettre leurs déchets directement dans la poubelle. Bon, alors ce sac qui a été distribué, il y a à peu près une cinquantaine de sacs qui ont été distribués, qui permet de tenir plusieurs mois. Le but, c'est de faire une expérimentation au bout de 6 mois. On ne va pas la faire tout de suite, l'expérimentation, elle ne sert à rien, mais elle va être faite au bout de quelques temps. Et il y a une analyse précise qui sera faite sur Romagna, sur des agréables, pour voir ce qu'ils contiennent et s'il y a une évolution par rapport à avant. Alors après, il y a plusieurs points. Il y a le fait que ces seaux ont été distribués sur des personnes qui ont déjà une poubelle verte,
verre d'eau, se pose la question, parce qu'un certain nombre qui sont notamment dans le lot n'ont pas ce type de bac. Donc il va falloir réfléchir. Alors déjà, ce qui a été mis en place, c'est des conteneurs collectifs. Alors ces conteneurs collectifs avaient eu besoin d'installer place l'Étienne à Nardy. Un deuxième sera installé. Le premier marche bien, parce que du coup il y a 20 familles qui ont accès à ce conteneur. Ça marche bien. Madame Chartier pourra vous en dire deux mots. Donc c'est pour ça qu'on va en faire un deuxième. On va travailler également sur des conteneurs en pied d'immeuble. Donc là, c'est un travail qui doit être fait également avec les bailleurs sociaux. Et puis, il y a les conteneurs individuels. Donc, un certain nombre de conteneurs étaient proposés gratuitement par la métropole. Donc, un certain nombre de personnes en ont bénéficié et d'autres ont fait leurs propres conteneurs. Donc, c'est vrai qu'on a aussi des seaux qui ont été distribués à des personnes qui n'en ont pas vraiment besoin. Parce que du coup, ils ont leur propre conteneur et il y a un peu moins d'intérêt. Alors, sachant que dans ces seaux, vous pouvez mettre tous les eaux, les choses comme ça. Dans un conteneur à la maison, les eaux ne sont pas forcément on passe des ballons. Donc il y a une expérimentation et on doit également travailler sur les points d'apport volontaires, PAV, c'est-à-dire également qu'on ait des endroits où on puisse apporter en Romagna ces biodéchets, notamment dans l'eau, et avec que ça soit du collectif. Alors après, la collecte le vendredi ou un autre jour de la semaine. Alors, la collecte du vendredi, alors le lundi, moi je ne pense pas que ce soit possible, mais j'interrogerai les services de la métropole, parce que les services déchets, s'ils ne sont pas à Romagna le lundi, ils sont sur notre commune le lundi. Après, ce qui peut s'imaginer, c'est que la poubelle noire qui a été collectée éventuellement mardi, au lieu qu'on collecte la poubelle noire le mardi, ça soit celle-ci qui soit collectée, parce qu'à terme, la poubelle noire n'aura plus lieu d'être collectée toutes les semaines. Parce que dans la poubelle noire, il ne devait pas rester grand-chose. Hein? Donc, on peut imaginer que la poubelle noire, qui est une collecte, c'est l'objectif, hein, c'est aussi pour ça que les bacs ont été poussés pour arriver à mieux calibrer, mais on peut imaginer qu'il y ait une collecte de 15 jours et que ces biodéchets soient collectés le mardi. Il y a deux passages de bacs noirs. Voilà. Donc, alors, tout dépend, oui, mais tout dépend si on est dans le bourg. Voilà ce que je pouvais dire sur ce dossier. Comment ? Oui, c'était le composteur, qu'est-ce que vous voulez ? Conteneur. Les composteurs. Les composteurs collectifs. Je voudrais revenir sur l'aménagement de la déchetterie. Il semblerait qu'à l'usage, les gens ne soient pas trop contents parce que les usagers attendent plus parce que les couloirs sont beaucoup plus étroits. Et il y a aussi le personnel qui a des tâches multipliées dans un temps extrêmement contraint. Donc, puisque vous êtes à la métropole, peut-être poser la question sur l'usage de cette déchetterie. Enfin, je pense que tout le monde ici présent l'utilise. Et honnêtement, ces couloirs étroits posent des problèmes quand il y a vraiment beaucoup de monde au moment de la tonte, justement, au moment du tri de certaines parties de maison. Et les usagers sont avec des points d'interrogation, mais le personnel aussi est avec un point d'interrogation sur la multiplicité des tâches qu'on leur demande. Donc peut-être poser la question, puisque... Oui, alors, sur l'aménagement qui a été fait sur le site, alors avant tout, il permet de répondre à des problématiques de sécurité par rapport à avant et éventuellement des risques par rapport à l'usager. Donc ça permet de répondre à cette problématique-là. Le but de l'aménagement était aussi de réduire les nuisances par rapport aux riverains. On n'a pas forcément répondu à tout, mais un diagnostic des nuisances sonores ou autres a été fait, mais je n'ai pas le retour pour l'instant. Et par contre, après et derrière, certains aménagements qui ont été faits font qu'il peut y avoir, oui, une file d'attente un peu plus longue,
font qu'il y a un aménagement moi, qui ne me donne pas satisfaction. C'est l'aménagement qui a été fait pour recevoir les déchets verts notamment, parce que du coup la plateforme sur laquelle on dépose les déchets verts ne me paraît pas assez large et il aurait fallu inverser entre la paroi montante qui est beaucoup plus large. La seule chose c'est que derrière il y a d'autres problématiques qui sont soulevées, parce que j'ai déjà fait remonter cette problématique-là, et à l'époque le fabricant n'avait pas proposé d'autres équipements. Et il y a des problématiques de retournement sur site. Donc un certain nombre d'aménagements ont été faits, de qualité. Il y aura d'autres questions à se poser sur ce site, parce que ce site, c'est la déchetterie qui a la fréquentation la plus importante sur la métropole. Donc il va peut-être falloir réfléchir à ce que les déchets verts aillent sur un autre site, de telle manière qu'on sait que sur ces déchets verts, il y a un flux important de véhicules et de telle manière libérer un peu l'espace sur ce site-là. Et plus, la réglementation nous imposera demain de pouvoir collecter de plus en plus de choses, de différencier. Ça va être les équipes, les jouets, ça va être voilà, il y a plein de choses qui vont évoluer et il faut également de la place. Voilà, donc une réflexion sera peut-être à mener sur les déchets verts et voir si un autre site peut les accueillir. Nous aurions encore une autre question, et puis ce sera la dernière en ce qui nous concerne. Mais bon, c'est pas le jour effectivement parce qu'il fait pas très chaud, mais nous avons eu quand même une canicule assez importante. Donc est-ce que vous avez réactivé le plan canicule et est-ce que vous envisagez de faire appel à des volontaires pour contacter les personnes fragilisées? D'autre part, je crois qu'il y a une salle climatisée à l'EHPAD qui pourrait être ouverte un peu à d'autres personnes fragiles. Comment allez-vous communiquer pour que les gens sachent qu'il existe ce lieu pour venir un petit peu récupérer lorsqu'il fait 38 ou 40 degrés? Alors, je vais laisser Madame Gilbert répondre. Je vais juste préciser au préalable un élément. Alors, on est toujours en période de crise sanitaire. Oui. Hein. Donc, aujourd'hui, à l'EHPAD, c'est pas non plus porte verte et accessible à tout le monde. Il y a certaines choses qui doivent être respectées et aujourd'hui, de mon point de vue, on ne peut pas se permettre de faire rentrer des personnes au niveau de l'EHPAD. Par contre, il y a d'autres sites éventuellement qu'on a sur le territoire de la commune qui sont climatisés et qui pourraient être ouverts. C'est-à-dire, on prend l'exemple de Sauzé, la salle Boris Vian, elle est climatisée. On peut imaginer qu'à l'intérieur, elle soit ouverte et puis que les gens puissent venir. Aujourd'hui, à la salle Boris Vian, si à l'école il fait trop chaud, si dehors les gamins ils sont trop chauds, ils ont la possibilité de les jouer dans la salle Boris Vian si elle est occupée par d'autres activités. Donc on peut également réfléchir, nous, sur le territoire de la commune pour équiper. Par contre, on aura un investissement à faire. Alors ça, j'en ai pas encore parlé, il faudra qu'on le prévoie, mais comme je vais en parler ce soir, ça permettra un peu d'acter. C'est le fait qu'il va falloir climatiser le club des aînés, je pense, de telle manière que déjà toutes les personnes qui viennent en temps normal au club des aînés, ils aient l'été un espace de fraîcheur, et c'est cet espace club des aînés qui peut être ouvert aussi à d'autres maniatoires pour pouvoir leur proposer cet espace de fraîcheur. Et après, je laisse la parole à Mme Gilbert pour compléter. Alors, je pense que les gens fragiles, les personnes vulnérables, font partie de l'aide à domicile, soit d'ADMR, soit d'ERPA à domicile, soit du SIAD. Ce qui fait qu'on a à peu près, je sais pas, 50 ou 70 personnes vulnérables qui sont suivies par 3 services différents, qui à terme d'ailleurs vont probablement se réunir. Donc là, il y a une vigilance, il y a une veille sociale, il y a même une veille sociale d'un point de vue médical, d'un point de vue nutritionnel, etc. Donc je pense que déjà on couvre un certain nombre de personnes. Ensuite, effectivement, avec le Covid, l'EHPAD, ce n'était pas le lieu choisi, mais je vous rappelle que la résidence senior a une salle qui appartient au CCAS et qui est climatisée. Et donc qui la semaine de la canicule, a été ouverte largement. Alors après,
les personnes qui sont vulnérables on ne peut pas aller les chercher, il faut qu'il y ait un cahier où elles se font inscrire. Il y en a très peu. Je pense que celles qui sont les plus vulnérables, elles sont suivies par une aide à domicile. Voilà. Soit la DMR, soit elles ont des dames d'entretien qui sont vigilants, voilà, qui sont vigilantes. Donc je pense que ça se fait sans faire une communication. La communication n'est jamais parfaite. Je ne sais pas si vous avez des secrets là-dessus, moi j'en ai pas. Et dans tous les cas, on a communiqué sur le site, sur les panneaux lumineux et sur la page Facebook. Je disais que nous avons communiqué à ce sujet sur le site, sur les panneaux lumineux et la page Facebook. Voilà, ça a été fait même avant la canicule. Et on était encore pas en entendu parler, la veille ou l'avant-veille, ça a été fait sur le site. Il faut savoir qu'à Simone-Veil, il y a une salle, et ce qui est assez extraordinaire, c'est que les dames finalement sont aussi fraîches dans l'appartement, qui ne sont pas climatisées, mais qui sont bien isolées. Et quand elles viennent à Simone-Veil, nous on trouve que c'est frais, et elles trouvent que c'est pas plus frais que chez elles. Donc ça veut dire que c'est une résidence qui a été bien faite, pas pour tout, mais pour ça. J'ai une question très courte et récurrente, à laquelle j'espère que vous ne pourrez pas répondre. Comme je suis en proie à une crise existentielle de citoyens, parce que conseil après conseil, je vous ai interpellé sur le stationnement sauvage sur le trottoir devant la résidence autonomie et on m'a expliqué qu'il n'y avait pas de problème. Et j'ai reçu, par l'intermédiaire de la mairie, le code de la rue avec multi-illustrations et expliquant avec des petits dessins que la place des voitures, c'est partout, mais pas sur les trottoirs. Oui. Donc ça devient... Moi, je commence à souffrir, excusez-moi, mais... Ça ne vous a pas échappé, mais la rue est en train d'être refaite au point de vue voirie, et à partir de ce moment-là, j'ai demandé à M. Chauvet, dès le départ, de faire éventuellement une ligne pour qu'il soit à cheval sur le trottoir et qu'il reste un espace pour les poussins, pour les personnes âgées. Mais comme tout va être fait, je trouve que, bon, en plus, le parking qui est derrière la maison de retraite, qui normalement devait être occupé par le personnel de l'EHPAD, pour les visiteurs de l'EHPAD, et qui ne l'est pas, est libre pour tout un chacun. Mais ça fait déjà, excusez-moi, mais ce que vous dites, ça fait déjà 6 mois que j'ai, la dernière fois, que je l'ai relevé quand même. Ah bah je suis d'accord, mais ça va évoluer parce que la rue va évoluer. Mais on est dans la même situation où, pour faire évoluer le règlement intérieur, on attend la prochaine réglementation. Donc là, pour faire évoluer le stationnement, on attend que la rue soit refaite. C'est pas un problème, ça. Vous avez la chance que tout soit fait tac comme ça. C'est pas moi qui fais tac, là. Il y a une police municipale qui est là pour ça, non? La prochaine fois, j'espère que c'est dans la majorité, comme ça on verra si vous agissez. Alors, je tiens à vous rassurer, Madame Gilbert, je suis atteint par la limite d'âge.